Un jour on se réveille, et ce qui autrefois nous animait, nous échappait, ou même nous donnait du sens, devient soudainement étranger. On regarde autour de soi une carrière accomplie, des enfants déjà partis, un quotidien bien rodé, et pourtant, quelque chose grince dans l'âme. Ce n'est pas une crise, c'est un appel. Carl Gustav Jung, l'un des penseurs les plus profonds du XXe siècle, a dit une chose qui dérange et qui est claire. Ce que nous appelons le matin de la vie est fait de préparation. L'après-midi de la vie ne peut pas se construire sur les mêmes fondations. Et pourtant, combien d'entre nous tentent de prolonger indéfiniment le matin? Il arrive un moment, souvent autour de la soixantaine, où la direction intérieure change, où l'âme cesse de vouloir conquérir le monde extérieur, pour commencer à réclamer autre chose, une vérité, la sienne. Ce que vous allez entendre ici n'est pas un discours de développement personnel, c'est un retour aux choses essentielles. C'est une carte pour cette seconde moitié de la vie, où le but n'est plus de réussir, mais de se retrouver. Il y a des silences qui pèsent plus que le bruit. Vous avez peu, être tout ce que la société valorise. Une maison, une stabilité, une réputation, une famille. Et pourtant, au fond de vous, un vide s'installe doucement. Il ne fait pas de bruit, il ne crie pas, il soupire. Ce vide, c'est le signal. Le signal que quelque chose en vous ne veut plus continuer comme avant, que vos habitudes, vos rôles, vos obligations, tout ce qui autrefois vous donnait forme, ne suffisent plus. Cela ne veut pas dire que votre vie a été un mensonge, mais elle a été une construction, une nécessité, un chemin de l'extérieur vers l'extérieur. À 60 ans, l'âme commence à murmurer un autre besoin, celui de rentrer à la maison. Et la maison, ce n'est plus un lieu, c'est un état d'être, un retour à soi. Mais ce réveil dérange, parce qu'il n'y a pas de carte, pas de manuel, pas de modèle. Nos parents ne nous ont pas appris à vieillir avec conscience. Ils nous ont appris à survivre. Alors on se débat, on tente de continuer comme avant. On s'épuise à faire semblant, à jouer un rôle qui ne nous ressemble plus. Et ce qui fait le plus peur, ce n'est pas ce que l'on perd, mais ce que l'on n'arrive pas encore à nommer. Ce qu'on pressent, mais qu'on ne comprend pas. Jung disait que le plus grand drame de la seconde moitié de la vie est de vouloir vivre encore selon les valeurs de la première. À ce moment-là, ce qui nous sauvait autrefois peut devenir ce qui nous enferme aujourd'hui. Ce premier chapitre est une reconnaissance. Le simple fait de dire « oui, je ressens ce vide » est déjà un acte de courage. Ce n'est pas une chute, c'est un seuil. Carl Jung n'était pas seulement un médecin de l'âme, il était un éclaireur. Là où d'autres voyaient dans la vieillesse un déclin, lui voyait une transformation. Là où notre époque exalte la jeunesse éternelle, lui affirmait que le véritable sens de la vie commence après la moitié du chemin. Jung écrit ceci avec une clarté bouleversante. À 40 ans, une personne ne peut pas vivre la vie de ses 20 ans sans conséquence. Ce serait absurde. Il en va de même à 60. Chaque phase de la vie a son propre but. Il avait compris que la psyché humaine ne suit pas une ligne droite. Elle évolue par étapes, par métamorphose. Et l'une des plus grandes erreurs de notre culture, selon lui, était de ne proposer aucune vision de la seconde moitié de l'existence. On nous apprend à grandir, à travailler, à réussir, à construire une famille, à consommer, à produire. Mais personne ne nous parle de ce qui vient après, de ce moment où tout ce qui fut important cesse de l'être, où la question du pourquoi prend le pas sur celle du comment. C'est là que Jung intervient. Il propose un retournement. Et si la seconde moitié de la vie était là pour désapprendre les rôles, désapprendre la performance,
désapprendre la nécessité d'être utile aux autres pour enfin commencer à être fidèle à soi-même. Il disait que l'âme humaine, à partir d'un certain âge, commence à appeler non plus vers l'extérieur, mais vers le centre, vers une totalité oubliée. Ce n'est pas une idée poétique, c'est un besoin psychique profond. Si on l'ignore, on glisse vers l'amertume, la rigidité ou la dépression. Mais si on l'écoute, même avec hésitation, même avec peur, alors une autre vie devient possible. Une vie moins brillante peut être, mais infiniment plus vraie. Le chemin de Jung, c'est celui du retour vers l'essentiel, vers la vérité intérieure, vers cette part de nous que nous avons laissée derrière pour survivre, et qui, à 60 ans, nous réclame enfin. Pendant des décennies, vous avez été tourné vers l'extérieur. Travailler, construire, soutenir, réussir, répondre aux attentes. Vous avez porté des rôles, fait des choix, parfois par devoir, parfois par instinct. Le monde vous a demandé d'avancer encore et toujours, sans trop vous retourner. Mais à un moment donné, et souvent autour de la soixantaine, quelque chose commence à changer de direction, non pas brutalement, mais subtilement, comme un vent qui tourne. Vous n'avez plus envie des mêmes choses. L'agitation du monde vous lasse. Le bavardage social vous pèse. Les objectifs vous semblent mécaniques. Et surtout, vous commencez à ressentir un besoin nouveau, le besoin de vous retirer, non pas pour fuir, mais pour vous retrouver. Jung disait que dans la seconde moitié de la vie, l'énergie psychique se détourne naturellement du monde extérieur pour se tourner vers l'intérieur. Ce mouvement, il l'appelait le processus d'individuation, un retour vers le soi profond. Mais ce retour n'est pas simple, car il va à contre-courant. Nous vivons dans une culture qui valorise l'action, la vitesse, la visibilité. S'arrêter, se taire, se replier en soi, c'est vu comme un signe de faiblesse ou de vieillissement. Et pourtant, c'est tout l'inverse. C'est une force, la force de se choisir, la force de ne plus être seulement un rôle ou une fonction, mais une présence. Ce retrait ne signifie pas couper tous les ponts. Il signifie réorienter votre attention, écouter ce qui, en vous, cherche à s'exprimer depuis longtemps, vos émotions refoulées, vos désirs écartés, vos blessures non guéries. C'est un moment sacré, ce retour. Il n'a rien de spectaculaire. Il ne sera pas applaudi. Il ne vous apportera pas de like ni de reconnaissance. Mais il vous donnera quelque chose d'inestimable, la paix d'être enfin avec vous-même. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est le commencement d'un autre. Toute une vie, nous apprenons à jouer des rôles. Nous devenons celui ou celle qu'on attend de nous, l'époux, l'épouse, le parent, le professionnel, l'ami fiable, le pilier discret. Nous construisons une image, une identité sociale. Jung appelait cela la persona, ce masque nécessaire que nous portons pour vivre en société. La persona n'est pas une illusion, elle est une fonction. Elle nous aide à nous adapter, à interagir, à trouver notre place. Mais elle n'est pas notre essence. Et vient un jour, souvent discret, mais implacable, où ce masque commence à craquer. Ce n'est pas que vous jouiez un rôle faux, c'est que ce rôle n'a plus de sens. Il ne vous correspond plus. Vous sentez un décalage, un épuisement, parfois même une forme de honte silencieuse d'avoir dû si longtemps cacher certaines parties de vous. Vous réalisez que vous avez sacrifié des vérités intérieures pour maintenir une image, que vous avez être été fort, mais jamais vulnérable, présent, mais jamais vraiment là, aimé, mais pas toujours pour qui vous êtes vraiment. Et cette prise de conscience peut être vertigineuse, car que reste-t-il lorsque le masque tombe ? Qui êtes-vous sans vos titres,
sans vos fonctions, sans votre rôle dans la vie des autres. C'est ici que commence le vrai travail intérieur. Jung disait que la persona doit être mise de côté à un moment de l'existence pour que l'individuation, ce processus de devenir soi-même, puisse s'accomplir. Mais attention, il ne s'agit pas de rejeter tout ce que vous avez été. Il s'agit de reconnaître que ce n'était qu'une partie de vous, une construction utile, mais incomplète. Il est normal d'avoir peur à ce moment-là. Le masque vous a protégé. Il vous a permis d'avancer. Mais maintenant, il devient trop étroit. Il vous étouffe. Et lorsque vous commencez à l'enlever, même lentement, même douloureusement, vous touchez quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose d'authentique, quelque chose de vivant. Ce n'est pas une chute dans le vide, c'est une descente vers la vérité. Il y a en nous une pièce que nous gardons toujours fermée, une pièce où nous avons rangé tout ce qui n'était pas acceptable, tout ce qui dérangeait, nos colères, nos envies, nos douleurs enfouies, nos parts honteuses, nos élans étouffés. Jung appelait cela l'ombre. Et contrairement à ce que l'on croit, l'ombre n'est pas le mal, elle n'est pas notre ennemi, elle est simplement tout ce que nous avons refusé de voir en nous-mêmes. Pendant la première moitié de la vie, il est normal de réprimer certains aspects de notre personnalité pour s'adapter au monde. Nous avons dû être forts, corrects, polis, performants. Nous avons dû cacher nos larmes, étouffer nos cris, renier certaines vérités intérieures pour survivre, pour appartenir. Mais l'ombre ne disparaît jamais, elle attend. Et autour de la soixantaine, quand les masques commencent à tomber, elle se manifeste par des rêves étranges, par des souvenirs qui remontent, par des émotions que l'on ne comprend pas, par une tristesse sourde ou une colère sans cause apparente. Ce moment peut faire peur, parce qu'il vient bousculer l'image que nous avons de nous-mêmes. Il nous confronte à notre propre complexité, mais c'est une étape nécessaire, car on ne devient pas entier en se montrant seulement lumineux. On devient entier en reconnaissant ce qu'on avait mis dans l'ombre, en cessant de juger nos blessures, en accueillant nos zones d'ambivalence, nos contradictions, nos failles, et surtout, en cessant de projeter cette ombre sur les autres. Car, tant qu'elle n'est pas reconnue, l'ombre se manifeste ailleurs, dans nos jugements, nos intolérances, nos rejets, ce que nous ne voulons pas voir en nous, nous l'attaquons chez autrui. Mais si nous osons l'écouter, l'ombre devient une source de puissance, une énergie vitale. Elle contient ce que nous avons laissé en arrière, notre créativité refoulée, notre capacité à dire non, notre vérité brute, notre intuition première. Jung écrivait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Regarder son ombre en face, c'est commencer à s'éveiller. Ce n'est pas s'effondrer, c'est se rassembler. À mesure que l'on avance en âge, le langage de l'âme devient plus symbolique, plus silencieux, mais aussi plus insistant. Les rêves, que beaucoup ont négligés ou oubliés pendant des décennies, prennent une nouvelle place. Ils deviennent plus intenses, plus étranges, parfois bouleversants. Ce ne sont pas des fantaisies, ce sont des messages. Pour Jung, les rêves ne sont pas des absurdités de l'esprit. Ils sont la voix de l'inconscient qui tente de rétablir un équilibre intérieur. Et plus vous entrez dans la seconde moitié de la vie, plus cette voix cherche à se faire entendre. Pourquoi maintenant? Parce que l'ego, ce moi social, structuré, rationnel, commence à relâcher son emprise. Parce que vous êtes moins dans l'action extérieure et davantage disponible à l'écoute intérieure. Parce que l'âme, enfin, trouve de l'espace pour parler, et elle parle en images. Des maisons anciennes, des escaliers, des enfants inconnus, des animaux étranges, des morts qui reviennent,
des mers à traverser. Chaque rêve est une scène vivante, parfois déroutante, mais toujours porteuse de sens. Ces rêves ne viennent pas pour distraire, ils viennent révéler. Ils montrent les conflits non résolus, les blessures restées ouvertes, les parties de vous oubliées ou niées. Mais ils montrent aussi le chemin. Ils sont des cartes intérieures. Jung invitait chacun à tenir un journal de ses rêves, non pas pour les analyser de manière mécanique, mais pour les écouter avec respect, comme on écoute un vieil ami porteur de vérité. À ce moment de la vie, vos rêves ne cherchent plus à vous préparer au monde extérieur. Ils cherchent à vous ramener à vous-même, à vous guérir, à vous reconnecter avec ce que vous êtes profondément. Et parfois, ils vous montrent même ce qui vient après la mort, non comme une fin, mais comme un passage, une continuité. Ignorer ses rêves, c'est fermer la porte à l'un des plus grands guides de cette traversée intérieure. C'est se priver d'une boussole précieuse, surtout quand les repères extérieurs s'effacent. Écoutez-les, notez-les, respirez avec eux. Ils sont la langue sacrée de votre propre mystère. Il existe un moment, souvent discret, où l'on se surprend à chercher plus que des réponses. On cherche une présence, un souffle, un lien invisible, mais réel. Ce n'est plus une quête intellectuelle. Ce n'est pas une religion imposée de l'extérieur. C'est le besoin d'un sens profond qui ne peut plus être comblé par des mots ni par des discours. Jung n'était pas un mystique, mais il n'était pas non plus un rationaliste. Il savait que l'être humain ne peut pas vivre sans une relation intérieure au sacré, et que ce sacré n'est pas toujours là où on l'attend. Il ne se trouve pas nécessairement dans une église, une mosquée ou un temple. Il se trouve souvent dans le silence, dans un rêve qui vous bouleverse, dans la contemplation d'un arbre au crépuscule, dans la sensation soudaine que la vie est habitée par quelque chose de plus grand, même si vous ne savez pas lui donner un nom. Autour de 60 ans, quand les illusions tombent, quand les ambitions s'effacent, quand les structures se fissurent, ce qu'il reste, c'est cette question: qu'est-ce qui ne passe pas? Et parfois, la réponse vient sous forme d'intuition, un sentiment profond que vous êtes plus qu'un corps, plus qu'un rôle, plus qu'une histoire. C'est cela le sacré intérieur, un espace vivant au cœur de vous, qui ne demande ni croyance aveugle, ni dogme, mais écoute. Jung appelait cela le soi, le centre vivant de la psyché, souvent confondu avec une image de Dieu, mais qui n'est pas une figure extérieure. C'est un archétype, une énergie d'unification, un lieu d'harmonie entre les opposés, l'ombre et la lumière, le masculin et le féminin, la force et la tendresse. Retrouver ce centre, ce n'est pas s'élever, c'est descendre, descendre en soi avec humilité, avec lenteur, avec présence, car le sacré ne se force pas, il s'invite, et souvent, c'est la douleur qui ouvre la porte, la solitude, la perte, la fin de quelque chose. C'est dans ces moments-là qu'on commence à entendre une autre voix, pas celle de l'ego, pas celle du monde, mais celle de l'âme. Et si cette voix vous semble étrangère, c'est peu être qu'elle vous appelle depuis longtemps et que maintenant, enfin, vous êtes prêt à lui répondre. On vous a peu être dit que la vie est une ascension, une course vers le sommet, vers la réussite, vers une image maîtrisée de soi. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que le sommet n'est qu'un tournant, que la véritable aventure commence après. L'individuation, selon Jung, n'est pas un concept réservé aux livres. C'est une nécessité vitale. C'est le chemin, souvent solitaire, par lequel un être humain cesse d'être une copie de ce qu'il croit devoir être pour devenir lui-même. Pas un soi idéal, pas un soi parfait, mais un soi authentique, intègre, unifié. Individué,
c'est se réconcilier avec toutes ces parties, celles qu'on a cultivées et celles qu'on a exilées. C'est arrêter de se mentir. C'est ne plus chercher à plaire, ni à correspondre, mais à être vrai. Et cela ne se fait pas en un éclair. Cela demande du courage. Cela demande du deuil. Cela demande parfois de perdre des liens, des statuts, des illusions, pour pouvoir enfin s'asseoir face à soi-même, s'enfuir. Mais il y a une récompense que rien ni personne ne peut vous voler, la paix intérieure d'être aligné, de marcher dans vos propres pas, d'habiter pleinement votre existence. Zhang disait que dans la première moitié de la vie, nous construisons la maison, et que dans la seconde, nous devons apprendre à y vivre. Ce moment-là, vous y êtes peu, être, plus besoin de grimper, il est temps d'explorer les pièces oubliées, d'ouvrir les fenêtres, d'écouter ce que les murs ont à vous dire. Ce n'est pas un repli, c'est une expansion, mais vers l'intérieur. Ce n'est pas un renoncement, c'est une naissance à vous-même. Et oui, parfois cela fait mal, parce que chaque renaissance est précédée d'une perte, mais cette douleur-là n'est pas destructrice, elle est fondatrice. C'est le prix de la liberté. Il fut un temps où l'on vous jugeait et où vous vous jugiez parce que vous faisiez votre utilité, vos résultats, vos actions visibles, votre capacité à produire, à aider, à accomplir. Et cela a eu du sens. Cela vous a construit. Mais aujourd'hui, sentez-vous que ce cadre ne suffit plus. Non pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que votre âme réclame autre chose. Elle réclame le droit d'être, simplement, d'exister sans se justifier, d'être présent sans être productif, de respirer, d'aimer, de ressentir, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. C'est une révolution intérieure, car notre monde ne sait pas honorer cela. Il valorise l'efficacité, la performance, l'agitation permanente. Il ne sait pas quoi faire de quelqu'un qui est juste là. Et pourtant, c'est dans ce dépouillement que naît la véritable paix. Cette paix ne vient pas du monde extérieur. Elle ne vient pas d'un nouveau projet, ni d'un but à atteindre. Elle vient du fait que vous n'avez plus besoin de vous fuir, que vous êtes là, avec tout ce que vous êtes, sans filtre, sans masque, sans effort de paraître. Cela peut être déroutant au début. L'ego, habitué à l'action, cherche encore quelque chose à faire. Il s'inquiète, il s'agite. Mais à mesure que vous vous ancrez dans ce nouvel état, vous découvrez une autre dimension de l'existence, la qualité de présence. Être là, écouter, sentir, regarder le ciel sans attendre de réponse, être avec un être cher, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Marcher, respirer, vivre, sans rôle à jouer. C'est dans cet espace que le sens commence à naître de l'intérieur. Un sens qui n'est plus dicté, un sens qui ne dépend plus de ce que vous faites, mais de ce que vous devenez. Et parfois, vous verrez, votre simple présence, votre silence, votre regard auront plus d'impact que tout ce que vous avez fait avant. Parce que ce qui touche vraiment, ce n'est pas l'agitation, c'est la vérité tranquille de quelqu'un qui est devenu entier. Il arrive un moment où l'on regarde derrière soi, non pas avec regret, ni avec nostalgie, mais avec lucidité. Vous voyez le chemin parcouru, ce que vous avez bâti, réussi, offert, manqué, vous voyez les visages aimés, les instants vrais, les blessures qui ont fait grandir. Et peu à peu, une autre question émerge. Une question que le monde ne pose jamais, mais que l'âme, elle, ne peut plus éviter. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Qui est du sens?
Il ne s'agit pas d'un testament matériel, ni d'un nom à faire briller. Il s'agit de la trace invisible que vous laissez dans le cœur des autres, des paroles que vous avez dites au bon moment, des silences qui ont apaisé, des gestes simples, mais habités, des choix fidèles à votre vérité, même quand ils n'ont pas été compris. À ce moment-là, l'ego se tait. Ce n'est plus lui qui parle, c'est l'âme, et elle ne parle pas de performance, elle parle d'humanité. Jung disait que l'un des grands paradoxes de la vie, c'est que plus on s'approche de la mort, plus on entre dans la vie. Car lorsque le corps ralentit, que l'ambition se retire, il ne reste plus que l'essentiel, ce que vous avez aimé, ce que vous avez guéri en vous, ce que vous avez osé être. Et cela, personne ne peut le vous enlever. Ce que vous laissez, ce n'est pas un résultat. C'est une présence intérieure que vous aurez incarnée jusqu'au bout, une manière d'être au monde, une fidélité à ce qui est vrai, même si vous n'avez pas tout résolu, même si vous n'avez pas tout compris. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez marché ce chemin, qu'à un moment de votre vie, vous ayez décidé de ne plus fuir, de ne plus tricher, de redevenir vivant. Et ça, c'est éternel. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est peu, être parce qu'une part de vous sait, depuis longtemps, que ce moment devait arriver, le moment de ralentir, de sentir, de descendre en vous, de cesser de vivre pour répondre aux autres et commencer à vivre pour vous rejoindre. Carl Jung nous a laissé un héritage immense, mais surtout une vérité que notre époque continue d'ignorer. La deuxième moitié de la vie n'est pas une descente, c'est un approfondissement. Ce n'est pas le temps de la fin, c'est le temps de la récolte, de la transmission, de la vérité nue. Il n'y a plus besoin d'impressionner, ni de courir après ce qui s'éloigne. Ce que vous cherchez, au fond, ce n'est pas un nouveau but, c'est un retour à la maison, à cette partie de vous-même que vous avez laissée de côté, parfois pendant toute une vie, et il n'est jamais trop tard pour s'y reconnecter. Alors, je vous laisse avec ces 3 invitations. Écoutez vos rêves. Ils parlent la langue de l'âme. Honorez votre silence. Il contient plus de vérité que 100 discours. Ne sous-estimez jamais ce que votre simple présence peut guérir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, seulement présent, entier, vrai. Merci d'avoir été là pleinement jusqu'à la fin de ce voyage intérieur. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, non pas pour suivre plus de contenu, mais pour marcher ensemble dans cette voie rare et précieuse qu'est la vie intérieure après 60 ans. Et si vous sentez que quelqu'un autour de vous aurait besoin d'entendre ces paroles, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Parfois, une seule phrase peut allumer une lumière chez un autre. À bientôt. Et surtout, continuez à écouter ce que la vie, maintenant, cherche à vous dire.